On parle beaucoup de guerre d'image, mais concrètement, comment se jouent, aujourd'hui les batailles d'influence entre les États? Elles utilisent beaucoup de vecteurs, c'est-à-dire que les batailles d'influence, historiquement, elles sont, d'abord diplomatiques, donc il y a une actualité, des organisations internationales dans lesquelles, les batailles d'influence font rage, pour des, reconnaissances territoriales, pour des accords commerciaux, pour des guerres, aujourd'hui de droits de douane, des guerres économiques, des guerres de normes dans toutes ces organisations. Ça, c'est assez traditionnel. Ce qui est très nouveau, c'est que ces batailles d'influence, aujourd'hui, elles se font bien sûr de façon directe par des moyens de communication qui ont profondément changé. On est ici, dans une interview de radio et donc on voit bien qu'il y a des vecteurs d'influence, qui sont l'image, qui sont, le son et donc il y a des États qui mènent des batailles à travers des, médias qui sont, à leur disposition. Le plus exemplaire pour moi, c'est ce qu'a fait, le Qatar, par exemple, tout petit État qui a créé, avec Al Jazeera, une chaîne qui, a une dimension mondiale, internationale, avec des développements dans un certain nombre de pays, y compris aux États-Unis, en langue hispanophone, avec des médias qui permettent de travailler. Donc ça, c'est déjà des éléments complètement nouveaux qui font que les États peuvent utiliser des moyens de communication qu'ils n'utilisaient pas nécessairement avant et qui sont devenus des médias mondiaux, diffusés mondialement. Et puis, ce qui a le plus changé finalement ces dernières années, c'est quand même internet, c'est les réseaux sociaux, voilà. Et ces batailles sur les réseaux sociaux, elles se font évidemment aussi par de la communication directe des gouvernements et des États, mais surtout par de la communication indirecte et donc ce qu'on appelle les ingérences étrangères, ce qu'on appelle les opérations de déstabilisation, ce qu'on appelle, d'opérations qui, sont cachées, qui ne sont pas, estampillées d'un gouvernement et d'un État, mais on sait que derrière, il y a des moyens étatiques et des moyens gouvernementaux qui animent ces batailles-là d'influence. Le Maroc multiplie les projets structurants et les initiatives diplomatiques, mais peine parfois à imposer son récit à l'international. Comment expliquez-vous ce décalage? Bah, je pense que, le Maroc a d'abord la force de son, modèle de développement et donc évidemment les projets sont nombreux, les projets d'infrastructure, les projets de rayonnement. La diplomatie marocaine est très, offensive et très positive, notamment en Afrique par exemple, mais pas que, hein. Donc le royaume du Maroc dispose d'une diplomatie qui est extrêmement ouverte, très équilibrée dans le monde et dans la bataille mondiale qui oppose aujourd'hui les grandes puissances. On voit bien que le Maroc y a toute sa place. Mais c'est vrai que le Maroc est plutôt souvent en défense par rapport à toutes ces opérations de déstabilisation dont on parlait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, probablement, la nécessité d'une mise à niveau des moyens modernes de communication que j'évoquais dans la première question que vous m'avez posée et qu'il faut que, ne pas faire preuve d'une quelconque naïveté. Voilà, hein, donc il y a de la communication officielle qui me paraît très bonne. Le Maroc communique très bien sur ses positions diplomatiques, sur ses projets, sur son image. On sort de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est assez typique, un grand événement qui s'est très bien passé et cetera et puis en fin de course, il y a quelques petites opérations qui se passent un peu moins bien et qui peuvent faire l'objet de déstabilisation ou d'angles d'attaque qui sont manipulés par, des, puissances étrangères et par des États qui profitent de ça pour dire un certain nombre de choses et donc si le Maroc n'a pas les outils qui vont bien pour se prémunir de ça, se défendre de ça et utiliser donc ces moyens modernes que je qualifierais de modernes dans les guerres d'influence et les guerres d'image, bah, il peut y avoir le sentiment que parfois ça flotte un peu, hein. Donc je dirais que s'il y a quelque chose à faire au royaume du Maroc aujourd'hui, c'est de s'assurer que les outils de la communication officielle du royaume, qui sont excellents, soient accompagnés aussi, ça se voit pas beaucoup, hein, c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg, mais des moyens dont il faut aussi se doter pour ne pas faire preuve de naïveté dans les guerres d'image et les guerres d'influence qui sont aujourd'hui monnaie courante dans le monde. Les grandes puissances investissent, massivement dans le lobbying et la communication stratégique. Que risque un pays qui ne joue pas ce jeu? Alors, il y a pas que les grandes puissances qui font ça, d'abord, il faut se le dire, hein. Au contraire, il y a même des petits États. Je parlais du Qatar tout à l'heure, qui est pour moi très emblématique, mais Israël, c'est pas non plus un grand pays. Ils sont très, affûtés, sur,
ce type de communication. On a des, pays en Europe centrale, en Asie centrale, je pense à l'Azerbaïdjan par exemple, qui, est un pays qui, sait très bien utiliser tous ces outils modernes de communication. Dans la guerre informationnelle entre, l'Ukraine et la Russie, au-delà de la guerre physique qui est sur notre continent européen, là aussi l'Ukraine qui n'est pas une grande puissance a montré qu'ils étaient capables de s'opposer, d'avoir les outils pour s'opposer, et se défendre intelligemment dans la guerre informationnelle qui les oppose à la Russie. Donc, c'est pas une question de taille, c'est vraiment une question de prise de conscience et de moyens qu'on met en place, qui sont pas nécessairement des moyens coûteux, mais qui sont, des moyens, opérationnels très efficaces. Donc c'est l'efficacité des moyens opérationnels à mettre en œuvre, c'est pas tellement le coût de grandes opérations. Pour rester un petit peu là-dessus, dans l'espace arabe et africain, quelles sont, selon vous, les forces, narratives concurrentes auxquelles, le Maroc fait face? Alors, il y en a de nombreuses. Enfin, la plus évidente, je ne vais pas, dévoiler de vous apprendre, ce que vous vivez, ce que le royaume vit, depuis, trop d'années, je pense. Mais c'est vrai que votre voisin algérien est un voisin qui, ne ménage pas ses peines et son argent et ses moyens pour mener une guerre de tous les instants, sur tous les sujets, direct, mais très souvent indirect. Ça, c'est clair, hein, et on le voit bien. Mais le Maroc, par sa diplomatie équilibrée, doit aussi, faire attention, par le fait que l'équilibre peut être mal vu par des puissances qui aimeraient bien que le Maroc soit dans son camp. Donc quand vous voulez parler à la fois aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, que vous voulez, être un facteur d'équilibre et avoir une vision équilibrée des, tensions qui existent entre les pays du GCC, par exemple, dans le Middle East. Je pense que le Maroc doit être très vigilant là-dessus. Heu les accords d'Abraham sont un élément, par exemple, qui a suscité beaucoup d'agressivité, d'hostilité dans un certain nombre de pays, du monde arabe. Les, points de vue, je vous dis équilibrés entre la Russie, les États-Unis peuvent parfois, agacer, les Russes ou parfois agacer les Américains. Donc je pense que le Maroc doit veiller un peu à tout ça. Et s'il y a eu des tensions à un moment donné et qu'on a réussi à surmonter, entre le Maroc et l'Union européenne, c'est bien parce que aussi, dans ces batailles, idéologiques, il a fallu à un moment donné que le Maroc sorte un peu de ses positions d'équilibre et durcisse le ton pour expliquer aux Européens que si, on voulait garder des relations, d'amitié profondes et de relations équilibrées, de relations économiques entre l'Union européenne et le Maroc, bah, il fallait que l'Union européenne fasse des choix par rapport à un certain nombre d'enjeux de souveraineté, territoriale du Maroc. Et le Maroc a gagné d'ailleurs là-dessus, hein, a fait, venir l'Union européenne sur ses thèses, mais ça veut dire que parfois il faut savoir, se battre et sortir un peu de ses positions équilibrées. Les récentes polémiques dans le football africain ont montré que le droit ne suffit pas toujours à gagner, la bataille de l'opinion. Comment analysez-vous ce type de Depuis situation? la COP22 à Marrakech en 2016, vous avez eu beaucoup d'autres événements, qui se sont déroulés dans ce pays et qui ont permis de mettre en valeur le Royaume du Maroc, son modèle de développement, ses politiques publiques, hein. Les annual meetings du FMI, de la Banque mondiale qui ont eu lieu, et dont on a contribué à l'organisation. Vous venez d'avoir la CAN. En 2030, vous avez la coupe du monde de football qui sera organisée entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Tout ça, c'est des choses extraordinaires pour le royaume et qui doivent être des vrais vecteurs de communication et d'influence mondiaux, pas simplement liés à l'événement lui-même, mais permettant de dérouler une communication, qui permette de valoriser le bilan du royaume du Maroc. Voilà. Simplement, évidemment, tous ces événements, bah, suscite de la part des gens qui n'aiment pas le Maroc ou qui ont envie d'en découdre avec le Maroc ou qui ont envie de profiter de ces événements, de mondiaux, hein, ou panafricains pour ce qui concerne la CAN, pour pointer des faiblesses ou essayer de fragiliser, bah, ils essaient d'en profiter. Voilà, donc je ne sais pas si ce qui s'est passé à la fin de la CAN et où malheureusement le Maroc n'a pas gagné cette finale et on le regrette, évidemment tous, parce qu'on était supporters du Maroc à cette occasion. Mais tous ces événements qui se sont déroulés, ils se sont déroulés, posons-nous la question, d'abord, est-ce qu'ils se sont déroulés spontanément ou pas? Premier élément, dans nos métiers à nous qui nous intéressent, savoir est-ce que c'était spontané? Parce qu'il y a eu vraiment ou est-ce que tout ça a été un peu manipulé aussi, de l'extérieur?
Et puis les retombées de tout ça, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans la guerre informationnelle où, on explique que le Maroc, comme le Sénégal, doivent être sanctionnés, que la fédération africaine de football, prend des mesures. Donc tout ça ternit un peu l'image finalement en bout de course d'un événement qui était extrêmement spectaculaire et qui était remarquablement organisé. Et avec les moyens dont je mentionnais tout à l'heure l'existence, c'est-à-dire les moyens modernes de communication, le fait d'avoir des gens comme nous qui sommes des spécialistes de l'influence, des spécialistes des guerres d'images, des spécialistes de la manipulation, je pense que on peut se prémunir de ça, se prévenir de ça et avoir des éléments de contre-ingérence ou de contre-offensive qui sont importants. Et il faut que le Maroc se dote de ça, absolument. Que devrait contenir une véritable cellule de communication d'influence dans des dossiers, sensibles et médiatisés? Je crois qu'il y a si vous voulez, c'est toujours pareil, hein, moi je prends toujours l'image d'un iceberg parce que c'est assez typique de nos métiers. Donc vous avez évidemment le fait que, il doit y avoir, des gens qui s'occupent de la communication, gouvernementale ou de la communication de grands événements comme ça. Donc, ça peut être une fédération marocaine de football, mais adossée évidemment aux moyens de la communication gouvernementale. Donc vous avez des services de communication, des directions de la communication et ces directions de la communication doivent être attentives à tout ça. Mais on a besoin aussi d'avoir des gens autour qui sont, dans la partie, immergée de l'iceberg, qu'on voit moins, qui sont plus mobiles, qui peuvent réagir plus rapidement, qui peuvent alerter, qui sont pas dans l'appareil gouvernemental, donc qui sont un peu plus neutres, un peu plus objectifs et qui peuvent ensuite mettre en place des outils qui ne doivent pas être nécessairement des outils étatiques. Je veux dire que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'influence, elle est parfois, nécessite parfois des moyens de communication directs et puis parfois des moyens de communication indirects. Et ces moyens de communication indirects, ce sont des cellules dont il vaut mieux ne pas trop parler, dont il vaut mieux ne pas trop connaître l'existence, mais qui doivent absolument exister quand même si on veut qu'un État puisse se défendre correctement et parfois contre-attaquer. Vous mentionnez des outils. Quels sont les outils concrets, qui font la différence aujourd'hui? Alors, d'abord, ne négligeons pas l'humain, c'est-à-dire qu'il faut avoir des hommes et des femmes qui sont, prêts à ça, qui connaissent, les techniques d'influence, qui connaissent les techniques de communication et qui doivent être, formés et éveillés sur toutes ces, techniques d'influence, d'ingérence, de contre-ingérence. Donc il y a vraiment besoin de formation humaine et de capacité à comprendre tout ça et à être, éduqués et formés à cela. Et puis après, il y a de la technologie. La technologie, elle a beaucoup évolué, mais c'est, des logiciels de surveillance, des capacités, de contre-offensive, des, canaux de communication, bon, tout ça, évidemment, la technologie bouge tous les jours, mais elle est, relativement bien maîtrisée par les gouvernements et les États aujourd'hui. Aujourd'hui, comment pourrait-on créer une coordination efficace entre, diplomatie, communication, sport et économie? Alors, je pense que ça devrait se faire naturellement autour des grands événements, hein. Je pense que quand, le Maroc, est candidat et est chargé de l'organisation de la coupe du monde de football, par exemple, en 2030, je pense que assez naturellement, les organisateurs de cette coupe du monde, donc qui sont du monde du sport, discute et travaille avec les gens qui sont dans la sphère publique chargés d'organiser eux-mêmes l'événement et qui doivent s'assurer de sa sécurité, par exemple, donc les ministères régaliens, le ministère de l'Intérieur. Vous devriez normalement, avoir, dans une cellule comme ça aussi les gens qui s'occupent de la communication du royaume parce que je pense qu'un événement comme ça, évidemment on va parler football, mais c'est l'occasion pour le royaume, mondialement, où il y aura toutes les chaînes de télévision du monde, c'est l'événement le plus regardé, hein. Il n'y a pas d'événement, peut-être les jeux olympiques, j'en sais rien, mais en tout cas une coupe du monde de football, c'est un événement mondial regardé dans le monde entier, donc c'est un endroit et un moment où pour le royaume, parler de son développement économique, parler de ses infrastructures, parler de sa politique d'attractivité des investissements, parler de sa politique diplomatique, parler de son envie de contribuer au développement du continent africain, c'est un moment clé. Et donc, il est absolument indispensable que dès maintenant, mais c'est un événement de 2030, ça arrive vite, on est déjà en 2026, c'est dans 4 ans, donc il faut que tout ce que vous avez envie de promouvoir à l'occasion de cette coupe du monde, tout ce que le royaume a envie de montrer comme politique publique et comme élément essentiel de son modèle de développement, c'est maintenant qu'il faut se dire comment on va faire ça, avec qui on va le faire. Voilà, donc moi, ce que je préconise et ce que je propose, c'est que, mais j'espère que ça se fait, hein, je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est que le monde du football et le monde sportif marocain, adossé
au ministère régalien qui doit s'assurer de la sécurité de cet événement. Et quand je dis la sécurité, c'est la sécurité physique, mais c'est la sécurité informationnelle dont je vous parlais. Il peut y avoir des opérations de déstabilisation, il peut y avoir des cyberattaques contre les réseaux de communication marocains à cette occasion. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Donc c'est évidemment très important d'assurer la sécurité d'un événement comme ça. Mais dès maintenant, il faut aussi se poser la question de savoir quels sont les éléments marquants du modèle économique du Maroc qu'on a envie de mettre en valeur à cette occasion.